Il y a 17 jours, Ibrahim Traoré a échappé de justesse à une tentative d'assassinat par drone de l'OTAN. Alors qu'il circulait à bord d'un convoi militaire, une frappe de missile l'a frôlé, tuant 3 innocents dans un véhicule qui se trouvait sur le même itinéraire. Mais au lieu de répondre par la violence, Traoré a exposé la vérité au monde, dévoilant une tentative délibérée de manipulation géopolitique. Ce qui s'est passé ensuite a choqué bien plus que sa survie. Des preuves, des révélations et une action internationale inédite. Mais pourquoi ont-ils essayé de le tuer? Et que signifie cette tentative pour l'Afrique et la scène mondiale? Ce n'est que le début. Ibrahim Traoré a survécu à une tentative d'assassinat qui aurait dû mettre fin à sa présidence. Cet événement n'était pas un simple incident, il a bouleversé les attentes géopolitiques mondiales et redéfini les relations entre l'Afrique et l'Occident. Pour la première fois, un dirigeant africain a mis en lumière les mécanismes cachés des opérations de l'OTAN en Afrique, et l'impact est considérable. La promesse de Traoré est claire. Il ne reculera pas face à l'impérialisme ni à la manipulation diplomatique. L'attaque n'a pas seulement échoué sur le plan physique, mais elle a aussi échoué à briser son engagement envers la souveraineté africaine. Ce que l'OTAN n'avait pas prévu, c'est que cette tentative ratée allait galvaniser un mouvement plus large, une unité continentale déterminée à remettre en question le contrôle occidental en Afrique. Cette situation a non seulement révélé les dangers invisibles auxquels sont confrontés les leaders africains, mais elle a aussi lancé un appel à la résistance. Les enjeux sont élevés. La lutte pour la souveraineté vient de commencer. Le 17 mars, Ibrahim Traoré a été victime d'une tentative d'assassinat par drone de l'OTAN alors qu'il se rendait à une base militaire dans le nord du Burkina Faso. L'attaque a eu lieu au moment même où son convoi empruntait une route isolée à 40 km de la ville la plus proche. Le drone MQ-9 Reaper, armé de 2 missiles Hellfire, a pris pour cible son véhicule, suivant ses mouvements depuis plusieurs minutes. C'est grâce à un système de radar chinois récemment installé que Traoré a pu être alerté à temps. Ce radar, que l'Occident avait prétendu trop sophistiqué pour l'Afrique, a fait la différence. Une alerte a averti le convoi qu'un aéronef non identifié, à haute altitude et au vol irrégulier, les suivait de près. En quelques secondes, le président a ordonné une manœuvre d'évasion. Son convoi a quitté la route principale pour s'engager sur un terrain plus difficile et imprévisible. C'est ainsi que les 2 missiles ont frappé exactement l'endroit où ils auraient été si le convoi n'avait pas changé de direction. Ce que l'OTAN n'avait pas anticipé, c'est que cette attaque ne resterait pas cachée. Traoré et son équipe ont récupéré les débris des missiles et les ont analysés. L'évidence était là, l'attaque était délibérée. Ce n'était pas une erreur, mais un acte de guerre. Cet événement incarne une escalade dans la guerre de pouvoir entre l'Afrique et les anciennes puissances coloniales. Ce que l'Occident considère comme une simple tentative d'éliminer un leader gênant a provoqué une onde de choc qui résonne sur tout le continent. Loin d'être un simple affrontement militaire, cet événement a déclenché une réflexion plus profonde sur la souveraineté, le contrôle et les alliances internationales de l'Afrique. Ibrahim Traoré n'a pas seulement survécu à l'attaque, il a révélé une vérité que personne ne pouvait ignorer. L'Afrique peut se défendre. Ibrahim Traoré n'est pas seulement le président du Burkina Faso, mais un symbole de la résistance africaine face à des forces internationales qui cherchent à maintenir un contrôle sur le continent. Son courage et sa détermination à protéger la souveraineté de son pays ont été mises à l'épreuve lors de cette tentative d'assassinat. Traoré a agi avec une rapidité et une lucidité remarquables, ordonnant une manœuvre d'évasion immédiate, sauvant ainsi la vie de ses proches collaborateurs et évitant une catastrophe diplomatique majeure. Ce qui s'est réellement passé après cette attaque est tout aussi significatif. Traoré a décidé de ne pas répondre par la violence, mais par la vérité. Il a dévoilé au monde entier les détails de l'incident, non seulement en tant que victime, mais aussi comme un défenseur de la souveraineté africaine. Dans son discours, il a exposé les preuves irréfutables de la tentative d'assassinat, créant ainsi une onde de choc mondial. Il a clairement exprimé que l'attaque n'était pas un simple incident militaire, mais un acte délibéré visant à éliminer un leader africain qui osait défier les puissances occidentales. Cette décision a eu un impact immédiat. En quelques heures, des millions de personnes
ont vu la vidéo de son discours, et la réponse internationale a été fulgurante. Les grandes puissances, notamment l'OTAN, ont été prises au dépourvu. Plutôt que d'étouffer l'affaire, elles ont dû faire face à une pression mondiale croissante pour rendre des comptes. Traoré a non seulement survécu à une tentative d'assassinat, mais il a aussi exposé les pratiques cachées de l'OTAN, entraînant une réévaluation des alliances internationales en Afrique. Le matin du 17 mars, Ibrahim Traoré prenait la route pour une mission importante dans le nord du Burkina Faso. Il voyageait avec un convoi composé de 3 véhicules et d'une douzaine de gardes du corps. À ce moment-là, aucun d'eux ne savait que ce trajet allait changer non seulement leur destin, mais aussi le cours des relations internationales en Afrique. Alors que le convoi se dirigeait sur une route isolée, loin des grandes villes et des bases militaires, un drone de surveillance de l'OTAN a commencé à les suivre. Ce n'était pas un vol de routine, mais une mission de ciblage délibérée. Le drone MQ-9 Reaper, armé de 2 missiles Hellfire, était en position d'attaque. Pendant 17 minutes, l'appareil a observé les mouvements du convoi, ajustant sa trajectoire à chaque virage du président. L'OTAN avait pris pour cible un président africain, et cette information allait avoir des conséquences dramatiques. Grâce à un système de radar chinois récemment installé par le gouvernement burkinabé, un avertissement a été donné à Traoré et à son équipe. Le radar, que les Occidentaux avaient critiqué comme étant trop avancé pour l'Afrique, a détecté l'avion de surveillance et a rapidement informé le convoi. Le chef de la sécurité a immédiatement signalé le danger et conseillé un changement de trajectoire. Traoré a pris une décision rapide. Il a ordonné à son convoi de quitter la route principale et de prendre une route secondaire, plus difficile mais moins prévisible. À peine 4 minutes plus tard, 2 missiles Hellfire ont frappé l'endroit exact où le convoi aurait été s'il n'avait pas changé de direction. L'attaque a détruit une portion de la route et a tué 3 civils innocents qui se trouvaient derrière dans un autre véhicule. Cette erreur fatale a révélé la vérité sur l'intention derrière l'attaque. Il ne s'agissait pas d'un accident, mais d'une tentative délibérée d'assassiner un dirigeant africain. L'OTAN n'avait pas prévu que la tentative échouerait. Les autorités burkinabées, sous la direction de Traoré, ont immédiatement commencé à récupérer les fragments des missiles. Ces débris ont été analysés par les experts militaires et confirmés comme étant des missiles américains AGM-114 Hellfire, employés régulièrement par l'OTAN dans le cadre de ses opérations de contre-terrorisme en Afrique. Mais la surprise ne s'est pas arrêtée là. Ce qui semblait être un simple incident militaire a pris une tournure plus grave. Les experts ont également trouvé des signatures électroniques dans les fragments de missiles, des preuves indiscutables que les missiles avaient été dirigés spécifiquement vers un convoi en mouvement. Le président Traoré a compris immédiatement que cet acte n'était pas une erreur, mais une opération planifiée visant à l'éliminer. Il a convoqué une réunion d'urgence avec ses hauts responsables militaires et de renseignement à 3 heures du matin. Les preuves étaient accablantes. Les communications interceptées, les données radars et les fragments de missiles prouvaient que l'OTAN avait ciblé délibérément son convoi. Mais Traoré, au lieu de se précipiter dans une réponse militaire, a opté pour une autre voie. Il a décidé d'exposer les faits au grand jour. À l'aube, une conférence de presse imprévue a été organisée. Il a révélé la tentative d'assassinat à la nation, en montrant les preuves collectées. La réponse immédiate a été explosive. En quelques heures, sa vidéo a été vue par des millions de personnes à travers le monde. Les dirigeants africains, jusque-là silencieux, ont commencé à se rallier à lui. L'OTAN a été forcée de publier une déclaration vague et peu convaincante, niant toute implication directe, mais ne pouvant pas dissimuler la réalité de l'attaque. Le monde entier savait maintenant que l'OTAN avait échoué, mais que la tentative d'assassinat avait révélé des intentions bien plus profondes. Cet incident a lancé une nouvelle ère de résistance en Afrique. La tentative d'éliminer Ibrahim Traoré a marqué le début d'un mouvement plus large, un mouvement de réaffirmation de la souveraineté africaine et de résistance contre les anciennes puissances coloniales. Ce n'était pas seulement une question de survie personnelle pour Traoré, mais le symbole d'un continent qui commençait à refuser d'être sous la coupe d'une domination extérieure. Après cet événement, le président et ses conseillers ont pris la décision de recueillir toutes les preuves possibles pour exposer l'attaque de l'OTAN. Ces éléments de preuve ont non seulement montré la précision de l'attaque, mais ont aussi mis en lumière
l'intention malveillante derrière l'incident. Les données radar étaient indiscutables. Le système chinois, que l'Occident avait qualifié de trop avancé pour l'Afrique, a détecté la présence du drone Reaper à une altitude de 2000 pieds, bien avant qu'il ne s'approche de la zone ciblée. Cette information a permis de localiser précisément le drone et d'analyser son vol. Les experts militaires ont ensuite confirmé que l'attaque avait été minutieusement planifiée. Les données ont également révélé que l'appareil suivait le convoi de Traoré depuis plus de 17 minutes, ajustant sa trajectoire à chaque manœuvre du véhicule, indiquant ainsi un ciblage intentionnel. En plus des données radar, les fragments de missiles récupérés ont joué un rôle clé dans l'enquête. Ces missiles AGM-114 Hellfire, fabriqués aux États-Unis, étaient clairement destinés à frapper un objectif mobile. Les experts ont confirmé que les missiles étaient équipés de systèmes de guidage sophistiqués qui ajustaient leur trajectoire pour suivre un véhicule en mouvement. Cela a été prouvé par les fragments retrouvés sur le site de l'impact, qui portaient des signes clairs d'ajustement de cap en temps réel. L'analyse a révélé que les missiles étaient verrouillés sur un véhicule en particulier, celui du président Traoré. Les communications interceptées entre le drone et le centre de commandement de l'OTAN ont fourni une autre preuve irréfutable. Ces échanges montraient une coordination active entre l'équipage du drone et les responsables de l'OTAN, confirmant ainsi qu'il ne s'agissait pas d'un accident ou d'une erreur de ciblage. Les messages interceptés ont révélé que les opérateurs du drone étaient pleinement conscients de la trajectoire du convoi et de sa position précise. La précision de l'attaque a éliminé toute possibilité d'erreur de ciblage, confirmant que l'attaque avait été planifiée de manière délibérée. L'OTAN n'a pas pu contester ces preuves. Le président Traoré a décidé de rendre publiques ces informations lors d'une conférence de presse où il a présenté une synthèse des données recueillies. En exposant ces faits au monde entier, il a non seulement prouvé que l'OTAN était responsable de la tentative d'assassinat, mais a également montré la manière dont les puissances occidentales cherchaient à étouffer la souveraineté africaine. L'impact immédiat de ces révélations a été énorme. Les médias internationaux ont largement couvert l'incident, et les gouvernements du monde entier ont commencé à demander des comptes à l'OTAN. L'une des découvertes les plus marquantes a été l'ampleur de la dissimulation par l'OTAN. Non seulement l'organisation a tenté de dissimuler son implication, mais elle a aussi diffusé des déclarations vides de sens, niant la gravité de l'incident. Mais les preuves étaient accablantes, et la vidéo de Traoré, montrant l'analyse des missiles et des communications, a fait le tour du monde. Le soutien populaire pour le président a augmenté, notamment parmi les nations africaines, qui ont vu en lui un leader capable de résister à l'impérialisme et de défendre l'indépendance de son pays. Ce qui avait commencé comme une tentative de sabotage diplomatique s'est transformé en un puissant catalyseur de changement en Afrique. Traoré a non seulement survécu, mais il a réussi à utiliser cette attaque pour exposer au grand jour les pratiques cachées de l'OTAN en Afrique, établissant ainsi un précédent pour d'autres dirigeants africains. L'attaque a déclenché des réactions mondiales intenses. Cependant, certains ont cherché à minimiser l'incident ou à justifier les actions de l'OTAN. Certains soutiennent que la frappe était simplement une erreur militaire dans une zone de guerre, que les objectifs étaient mal identifiés et que les pertes civiles, bien que regrettables, faisaient partie des dommages collatéraux d'une opération de contre-terrorisme. D'autres affirment que les actions de l'OTAN étaient motivées par la nécessité de protéger la stabilité régionale, surtout dans un contexte où des groupes terroristes sont actifs dans le Sahel. Ces arguments peuvent sembler convaincants à première vue. Après tout, l'OTAN a mené des opérations en Afrique pendant des années, sous le prétexte de combattre le terrorisme et de stabiliser la région. Les États-Unis et leurs alliés en Afrique justifient souvent leur présence par la nécessité de protéger les citoyens africains contre des groupes terroristes comme Al-Qaïda ou l'État islamique. D'autre part, les frappes de drones sont couramment utilisées dans ces régions de guerre pour éliminer des menaces présumées, et des erreurs de ciblage, bien que tragiques, se produisent inévitablement dans des zones de conflit à haut risque. Mais ces arguments échouent à tenir compte de plusieurs faits essentiels. Les preuves fournies par le gouvernement burkinabé montrent clairement que l'attaque contre Traoré n'était pas une erreur.
Les données radar, les fragments de missiles et les communications interceptées révèlent un ciblage délibéré du convoi présidentiel. Cette tentative d'assassinat n'était pas un malheureux accident, mais une opération bien planifiée. De plus, le fait que l'OTAN ait tenté de dissimuler son rôle dans l'incident montre qu'il y avait une conscience claire de l'illégalité et de l'implication dans l'attaque. L'attaque de l'OTAN souligne une réalité plus sombre. La volonté de maintenir un contrôle géopolitique sur l'Afrique, une région riche en ressources naturelles et stratégiques pour les intérêts occidentaux. Traoré ne se contentait pas de défendre son pays, mais aussi une vision plus large de la souveraineté africaine. Il n'était pas seulement une cible pour sa politique nationale, mais pour son défi direct au système qui cherche à contrôler l'Afrique. Il a survécu à l'attaque, non pas seulement pour lui-même, mais pour un continent tout entier. Cette tentative d'assassinat n'a pas seulement échoué, elle a renforcé la position de Traoré. Ce qui aurait dû être un coup fatal pour sa présidence est devenu un symbole de la résistance africaine. Les leaders africains, qui ont longtemps observé des attaques similaires contre leurs prédécesseurs, ont trouvé en lui un modèle à suivre. Le message était clair. La souveraineté, même face à des forces puissantes, peut être préservée, et le combat pour l'indépendance n'est pas terminé. L'impact de cet événement dépasse largement le cadre militaire. Ce n'est pas simplement une histoire de survie individuelle, mais une illustration frappante du combat pour l'indépendance africaine dans un monde où les anciennes puissances coloniales tentent encore de maintenir leur contrôle. Traoré a transformé ce qui aurait pu être une tragédie en une opportunité mondiale pour exposer la vérité sur les ambitions géopolitiques de l'OTAN. Il n'a pas seulement survécu à l'attaque, il a renversé la dynamique de pouvoir. Cet événement a donné naissance à un mouvement de résistance qui s'est propagé à travers le continent. En révélant les preuves de l'attaque, Traoré a montré au monde entier que l'Afrique pouvait non seulement se défendre, mais qu'elle pouvait aussi documenter et dénoncer les abus extérieurs. Cela a déclenché une prise de conscience mondiale, non seulement parmi les leaders africains, mais aussi dans les rangs de la population. L'attaque, loin de casser la détermination de Traoré, a plutôt cimenté son rôle de catalyseur dans une lutte plus large pour la souveraineté africaine. Les conséquences de l'attaque se sont fait sentir bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Dès la publication de son discours révélateur, un effet domino a été déclenché dans toute l'Afrique. Des nations qui jusqu'alors se tenaient à l'écart des grandes confrontations géopolitiques ont commencé à réagir publiquement. Ce que l'OTAN considérait comme une simple tentative d'assassinat s'est transformé en un catalyseur pour une prise de conscience continentale. Le soutien populaire à Traoré a augmenté, non seulement au Burkina Faso, mais dans toute la région. Des leaders africains, jusque-là réticents à défier ouvertement les puissances occidentales, ont commencé à exprimer leur solidarité. Ils ont vu en lui un modèle de résistance, un président qui avait survécu à une tentative d'assassinat et qui, loin de se soumettre, avait exposé la vérité au monde entier. Les déclarations de soutien ont afflué, en particulier de la part de pays qui avaient déjà vu leurs propres dirigeants confrontés à des pressions similaires. L'attaque a provoqué une réévaluation de la politique de défense et de sécurité en Afrique. Si l'OTAN se disait présente en Afrique pour lutter contre le terrorisme et promouvoir la stabilité, l'incident a mis en lumière un aspect plus sombre de ces opérations, la volonté de maintenir un contrôle militaire et diplomatique sur le continent. Cela a poussé plusieurs pays à repenser leurs relations avec les puissances occidentales. Un sentiment croissant d'unité africaine a émergé, une volonté collective de ne plus accepter la soumission à des forces extérieures. Le continent africain, longtemps vu comme une terre de ressources à exploiter, a commencé à se redéfinir dans un nouveau cadre de coopération entre nations. Les dirigeants africains ont pris conscience qu'ils pouvaient non seulement se défendre, mais aussi bâtir des alternatives aux partenariats dominés par les anciennes puissances coloniales. La formation d'initiatives diplomatiques et de partenariats économiques alternatifs a pris de l'ampleur, avec l'augmentation de la coopération avec des pays comme la Chine, la Russie et d'autres acteurs non occidentaux. Le soutien croissant pour l'initiative de souveraineté africaine lancée par Traoré est une autre conséquence majeure. Plusieurs nations ont exprimé leur intérêt à rejoindre une coalition panafricaine pour défendre les intérêts du continent et mettre fin à l'ingérence extérieure. Traoré, en exposant l'attaque et en créant un mouvement de solidarité, a transformé sa propre lutte en une cause plus large pour la souveraineté de tous les pays africains.
Cet événement a également souligné la fracture croissante entre l'Afrique et ses anciens colonisateurs. L'OTAN, qui avait toujours été perçue comme un acteur de stabilisation, a perdu une grande partie de sa crédibilité. L'incident a réveillé un sentiment de nationalisme et de défense des intérêts locaux. Les nations africaines ont compris que leur avenir dépendait non seulement de leur capacité à se défendre militairement, mais aussi de leur capacité à défendre leur souveraineté sur le plan économique, diplomatique et culturel. L'attaque a servi de catalyseur pour une série de réformes internes dans plusieurs pays africains. Des discussions ont été lancées pour renforcer les capacités de défense locale, améliorer les systèmes de renseignement et réduire la dépendance à l'égard des puissances étrangères pour la sécurité. Les leaders africains ont compris que pour protéger leur souveraineté, ils devaient être prêts à faire face à toute forme d'agression, qu'elle soit militaire, économique ou diplomatique. À mesure que la situation géopolitique en Afrique évolue, plusieurs scénarios se dessinent pour les mois à venir. L'attaque contre Ibrahim Traoré a agi comme un catalyseur, mais il est difficile de prédire comment les événements se dérouleront dans les prochains mois. Dans un premier cas, les nations africaines, inspirées par la résilience de Traoré, choisissent de renforcer leur coopération régionale tout en s'éloignant des influences occidentales. Un consensus croissant émerge autour de la souveraineté continentale et un nombre croissant de pays africains rejoignent des initiatives de défense collective. La coopération avec des puissances comme la Chine, la Russie et d'autres pays non occidentaux se solidifie, renforçant l'indépendance de l'Afrique en matière de sécurité, de commerce et de diplomatie. L'OTAN, quant à elle, se trouve de plus en plus isolée, avec ses bases et ses opérations réduites dans la région. Le résultat est une Afrique plus unie, moins dépendante des puissances occidentales et plus en contrôle de ses propres affaires. Dans un scénario plus optimiste, l'exemple de Traoré inspire un mouvement panafricain renforcé. Non seulement l'unité politique et militaire se développe, mais des initiatives économiques alternatives émergent également, réduisant la dépendance à l'égard des institutions financières occidentales. En 6 à 12 mois, une Afrique de plus en plus autonome commence à voir des gains économiques substantiels grâce à une meilleure intégration régionale, à des investissements en infrastructures et à un commerce intercontinental accru. Le continent commence à se réinventer comme un acteur global, capable de rivaliser avec d'autres puissances économiques. Les partenaires non occidentaux jouent un rôle clé dans cette transformation, offrant des alternatives aux relations commerciales avec les anciennes puissances coloniales. Cependant, un scénario plus pessimiste est également possible. Dans ce cas, la résistance africaine s'affaiblit face à une pression accrue de l'OTAN et de ses alliés. L'OTAN, utilisant la diplomatie et des moyens militaires discrets, parvient à diviser les pays africains. Des coups d'État, soutenus par des puissances occidentales, déstabilisent plusieurs gouvernements africains et la solidarité régionale commence à s'effriter. L'Afrique se trouve alors dans une position précaire, où la lutte pour la souveraineté est ralentie par des divisions internes et par des actions de déstabilisation. Les sanctions économiques, les pressions diplomatiques et les tentatives de coup d'État deviennent des moyens utilisés pour maintenir l'ordre établi. Ce scénario crée des tensions politiques internes et ralentit la mise en place d'une Afrique unie. L'attaque contre Ibrahim Traoré est bien plus qu'un simple incident militaire. Elle représente un tournant crucial dans la lutte pour la souveraineté africaine. Ce n'est pas seulement une histoire de politique ou de guerre, mais un appel puissant à la prise de conscience collective. Les événements qui ont suivi ont montré au monde que l'Afrique peut non seulement résister aux pressions extérieures, mais qu'elle peut aussi s'organiser pour garantir son indépendance. Ibrahim Traoré, en exposant son attaque, a transformé sa propre lutte en un symbole pour l'ensemble du continent. Les dirigeants africains qui se sentent acculés par des influences extérieures ont désormais un modèle à suivre. Ce n'est pas simplement une question de survie pour Traoré, mais de construction d'un avenir plus libre et autonome pour toute l'Afrique. L'appel à l'unité, à la solidarité et à la défense des intérêts africains est plus pertinent que jamais. Les peuples d'Afrique, des jeunes activistes aux leaders politiques, commencent à voir que l'avenir du continent ne dépend pas seulement de la diplomatie occidentale, mais de leur propre capacité à s'unir et à se défendre. Les choix de chaque puissance
Chaque gouvernement vont désormais façonner l'avenir de l'Afrique. Rejoindre cette initiative de résistance contre l'impérialisme, c'est choisir de bâtir un avenir commun, une Afrique où la souveraineté n'est pas une promesse vide, mais une réalité vécue chaque jour. Cette vision rassemble une génération d'Africains prêts à écrire leur propre histoire, sans que les puissances extérieures dictent leur destinée. La situation actuelle a créé une dynamique qui nécessite des solutions concrètes pour assurer la souveraineté de l'Afrique face aux pressions extérieures. Le chemin vers une Afrique indépendante et unie n'est pas simple, mais des étapes clés permettront aux nations africaines de se défendre efficacement et de garantir un avenir autonome. Tout d'abord, il faut renforcer les alliances et les mécanismes de défense régionale. Les pays africains doivent multiplier les initiatives multilatérales pour créer des structures de défense communes telles que l'Union africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cela inclut également la mise en place d'un système d'alerte précoce en utilisant des technologies comme les radars et les satellites pour repérer et contrer les menaces extérieures. Ensuite, l'Afrique doit se diversifier économiquement et diplomatiquement, en élargissant ses partenariats au-delà des anciennes puissances coloniales, notamment avec la Chine, la Russie et d'autres pays émergents. Elle pourra réduire sa dépendance et éviter les pressions géopolitiques. Ces partenariats doivent inclure des accords commerciaux, de sécurité et d'infrastructures permettant à l'Afrique de renforcer ses capacités indépendantes. Une prise de conscience collective est également essentielle pour soutenir ces efforts. L'éducation des populations africaines sur l'importance de la souveraineté et de la défense des intérêts nationaux doit devenir une priorité. Des campagnes de sensibilisation, des forums et des échanges entre jeunes leaders peuvent être un levier pour stimuler un mouvement panafricain de résistance et d'autonomie. Enfin, un développement économique régional est crucial. L'Afrique doit investir dans ses infrastructures, ses industries locales et ses secteurs clés comme l'agriculture, les technologies et l'énergie pour créer des emplois et stimuler sa croissance. Cela permettra de renforcer la stabilité interne et de limiter les impacts des sanctions économiques ou des tentatives de déstabilisation. La tentative d'assassinat de Ibrahim Traoré, loin d'être une simple attaque contre un président, a marqué le début d'une ère nouvelle pour l'Afrique. Ce n'était pas seulement une vie mise en danger, mais une vision de la souveraineté et de l'indépendance du continent qui a été menacée. Ce moment, où Traoré a échappé à la mort, rappelle une vérité universelle. Chaque acte de résistance, chaque combat pour la dignité forge une légende. Traoré n'a pas seulement survécu, il a créé un précédent pour tous les dirigeants africains qui à un moment donné se retrouveront face à un choix similaire, se soumettre ou résister. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est la manière dont Traoré a transformé une menace à sa vie en une occasion de renforcer la cause de l'indépendance africaine. Au-delà des frontières du Burkina Faso, c'est une Afrique unie qui s'élève pour défendre ses droits. L'écho de sa survie résonne à travers le continent, invitant chaque nation à réfléchir sur son propre avenir et à se poser cette question. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour préserver notre souveraineté ? L'Afrique, au-delà de ses richesses et de ses défis, est aujourd'hui à un tournant. L'attaque contre Ibrahim Traoré n'est qu'une des nombreuses épreuves auxquelles le continent est confronté, mais elle ouvre une voie claire, celle de la résistance et de la souveraineté retrouvée. Aujourd'hui, plus que jamais, l'unité africaine devient un impératif, mais l'unité ne se décrète pas. Elle se construit à travers chaque geste, chaque initiative, chaque décision collective. Nous sommes tous acteurs de ce changement. Si vous croyez que l'Afrique peut se tenir debout face aux pressions extérieures, si vous croyez que la souveraineté n'est pas un privilège, mais un droit inaliénable, rejoignez ce mouvement. L'indépendance africaine est une tâche que nous devons porter ensemble, aujourd'hui et pour les générations futures. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où l'Afrique n'est plus seulement un sujet de géopolitique, mais un acteur puissant de son propre destin. Réfléchissez à l'impact de cette vision. Agissez, soutenez les initiatives locales, participez aux discussions. Il est temps de transformer les paroles en actions, pour un avenir libre, pour une Afrique souveraine.